avoir un repassage des tanks de l'armée, des gens paniqués. Et après on intègre des trucs en images de synthèse, en stop motion avec des fonds bleus, un petit peu partout. Le jour de la comète, un long métrage, 3 histoires fantastiques. Nous avons un ours en peluche géant, un robot un peu en roue libre, un fantôme et une bande démo destinée à financer le film. Pour l'instant, on ne sait pas encore comment, mais on compte bien le terminer. Pour rappeler quand même que la croisade que représente le jour de la comète s'est étalée sur plus de 6 ans. Voilà, sur une première partie de tournage où on espérait simplement tourner une sorte de bande démo pour convaincre un producteur-distributeur de mettre l'argent pour le terminer ou de retourner les scènes. Donc on se retrouve en 2007 avec un tiers de film, c'est assez spécial. On avait des très bons retours, il faut dire ce qu'il y a, on avait vraiment des bons retours, mais on s'est heurté à un côté très frileux de la profession. Que des producteurs de longs métrages ne veuillent pas prendre de risques avec un film fantastique sans casting, c'est compréhensible et nous nous y attendions. En revanche, nous aurions dû nous méfier du MIPCOM 2007 qui réunit producteurs et diffuseurs de télé. La bande-annonce du jour de la comète y est projetée et nous sommes repérés par 3 groupes audiovisuels désireux d'en faire une série. On est reparti sur des scénarios de 26 minutes. On disait pourquoi pas, on savait pas ce qu'on voulait faire du projet à l'époque. Moi j'étais ouvert à toute possibilité qui permettent de terminer le projet sereinement. Malheureusement, la déconvenue est de taille. Les options sur le jour de la comète que nous proposent ces différents producteurs n'ont en réalité qu'un seul but: immobiliser les droits du film pour mieux nous verrouiller dans leurs écuries respectives. Ils voulaient le mettre dans un tiroir et nous faire bosser sur autre chose qui avait un côté plus sitcom. Lassé de faire des pirouettes devant des producteurs qui nous enfument, je cherche alors des financements directement à la source auprès des chaînes de télévision. Celle précisément dont les services de développement nous avaient dit vous ne serez pas capable de le faire. On leur ramène un film, on leur dit bah regardez on l'a fait, enfin en tout cas une partie. Ils sont vraiment contents du résultat, mais arrive la sentence qui va être la même pendant 1 an quasiment. Vous avez commencé à le tourner, on ne peut pas rentrer en production. Donc on s'est retrouvé avec un tiers du film sur les bras, à plus trop savoir où aller, à savoir quoi faire. Tout ça bien sûr ça prend du temps, donc ça s'est déroulé sur plus d'1 année. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait du film à ce moment-là. La solution n'est pas encore bien visible, mais elle commence à se dessiner lorsque l'activité de forge décolle subitement l'année suivante. L'année 2008 est extrêmement favorable. Fait qu'on prend des locaux et là je me sédentarise à Saint-Mandé. En réalité, nous tournons beaucoup mais très peu de fiction. Le jour de la comète commence sérieusement à s'enliser dans nos esprits. Il faudra l'électrochoc d'un ami distributeur pour me faire enfin réagir avec des mots simples. Qu'est-ce que tu préfères faire maintenant? Tu préfères garder un tiers de film pas fini dans ton tiroir ou tu préfères te serrer un peu les couilles et finir le film? Bon, c'est facile à dire, mais... Car il faut financer une suite bien plus coûteuse que le premier tournage. Au grand désarroi de mon comptable, je prends la décision de vider à nouveau mon compte en banque et celui de Forge dans cette reprise du jour de la comète. Je contracte en plus quelques prêts et nous décidons de réinjecter tous nos salaires de 2009 pour compléter le budget. On est bien loin du financement d'une chaîne de télé, mais au moins nous avons le minimum pour tourner. Le défi principal sur 2009, c'est qu'on est reparti avec beaucoup plus de stress, parce que déjà on avait des choses plus complexes à tourner. On avait beaucoup plus de séquences à tourner, on avait plus d'éléments de décor, de comédiens, on avait plus de tout. Et comme nous n'avons pas les moyens de retourner les scènes de 2007, il faut s'assurer que tout peut être raccord pour cette nouvelle session de tournage. Les décors, les accessoires, les costumes, mais avant tout les comédiens. Les acteurs ont grandi pour certains, les acteurs ont vieilli pour certains on peut prendre du poids, d'autres se sont coupés les cheveux, et tout à coup il faut qu'on reparte avec tout raccord. Un véritable casse-tête en perspective qui s'ajoute à un autre cas de conscience vis-à-vis de l'équipe. On avait motivé l'équipe en leur disant on tourne en 2007 une partie du film, vous êtes grassement payés sur la deuxième partie avec des super producteurs et distributeurs qui vont rentrer courageusement dans l'histoire. Mais je revenais vers eux les mains vides. Heureusement, ils comprennent tous l'enjeu et le film est remis en production au mois d'avril 2009. Lorsque Cédric m'a dit qu'on allait poursuivre le tournage, je lui ai dit « moi il n'y a pas de souci, je vous suis, mais par contre si vous avez besoin d'autres personnes ou si vous avez besoin qu'on ressollicite les mêmes personnes que préalable, il va me falloir des images de « on a déjà fait ça grâce à vous, merci beaucoup, est-ce que vous nous donnez un coup de main pour la suite ?» Sous l'impulsion d'Alex, les sponsors alsaciens sont de nouveau au rendez-vous. Mais cette fois-ci, en plus du soutien de la ville d'Haguenau, nous recevons l'aide précieuse de la communauté urbaine de Strasbourg et de la région Alsace.
Quand on est reparti en 2009, le paysage et les moyens audiovisuels avaient un petit peu changé. C'est dingue en 2 ans de voir les ouvertures qui s'étaient faites. On était très loin de notre espèce de boîte en plastique avec nos optiques photo. On a tourné aussi à 2 caméras, ce qui a engendré des difficultés parce que tourner à 2 caméras, on avait 2 systèmes différents. Et les 2 systèmes n'avaient pas la même luminosité. On avait vite besoin de 30 kg de lumière, ce qui est pour un film de petit budget, ce qui est déjà assez important. Et sur 8 semaines de tournage, ça peut chiffrer très vite. Heureusement, nous allons résoudre notre problème de lumière en la personne providentielle de Marie-Jo chez Cinélume. Et elle nous a donné un coup de main mais incroyable en nous fournissant le matériel dont on avait besoin pour toute la durée du tournage. Et je crois que c'est vraiment un des éléments qui a fait que le film a pu se faire. 39 sur 17, 4e. Les premiers repérages qu'on a relancés lorsqu'on est reparti en 2009, c'était pour le segment d'Hervé, c'était la maison de Fractal. On a visité plein de lieux complètement dégueulasses parce que justement on voulait que cette maison soit la véritable maison du méchant comme on peut se l'imaginer. Et là d'un seul coup on est tombé sur cette morgue. Il y avait la table en céramique qui servait à je ne sais quoi, je ne veux pas savoir. Il y avait les vitraux, enfin c'était incroyable, un décor vraiment un décor tout craché, tout fait pour nous quoi. Grâce à Claude Stourny, le maire d'Agno, nous obtenons les clés de la morgue et la permission de la transformer. Le service technique de la ville démure les fenêtres, puis nous prenons le relais. On a commencé à tout nettoyer nous-mêmes, on a commencé à faire le ménage avant de pouvoir seulement commencer à la redécorer avec Jean-François Stourme. Une accessoirisation parfois inquiétante, car trouver des dizaines d'animaux empaillés, en dehors du classique sanglier, nous amène à rencontrer un taxidermiste à peu près aussi inquiétant que le professeur Fractal. Il m'a expliqué clairement qu'il allait me prêter un lapin empaillé, mais qu'il voulait surtout pas que le taxidermiste dans le film passe pour le méchant parce qu'il ne supportait pas ça. Ouais, vous avez tous fini empaillé, ne vous inquiétez pas. Donc pour un lapin empaillé dans le jour de la comète, on passe une après-midi de négociation avec un mec un peu fou. Tu tires des traits là, que ça. Tu peux faire des tatouages, tu vois. Je pense que tu peux faire des tatouages. Tu veux que je t'en fasse un? Alors qu'est-ce qui se passe ce soir? Il y a le colonel qui est avec la femme de la mère d'Howard. Donc on imagine qu'ils viennent de copuler ou qu'ils vont remettre le couvert. Colonel. On était à la recherche d'un extérieur d'usine qu'on avait du mal à trouver et finalement on l'a trouvé à Agno avec l'ancienne caserne militaire. C'est tout simplement mauvais. Ça appartenait encore à l'époque au ministère de la Défense et je pense que c'est juste les rois de la paperasserie kafkaïenne. Donc du coup, pendant des mois et des mois, on a juste passé des courriers et des coups de fil pour simplement avoir l'autorisation de tourner là-bas une nuit. Devant cette espèce de grande façade de murs de briques rouges qui était extrêmement graphique. Voilà, donc quand il y a un décor qui nous plaît, on lâche pas et on fait tout pour l'avoir. Avec la caserne d'Agno, nous avons trouvé la façade d'usine idéale. Mais l'intérieur est désaffecté et nous devons trouver une seconde usine. L'entreprise Tixit, également basée à Agno, nous ouvre alors ses portes. Mais comme elle reste en activité durant le tournage, le planning devient serré. Nous on tournait de 22h à 6h du matin, alors qu'à 6h du matin les ouvriers revenaient pour commencer leur journée de travail. Ça dépasse tout ce que j'avais pu imaginer. Il y a eu des heures et des heures d'installation à chaque fois pour mettre en place ce décor, des peluches qui nous ont été offertes par Emmaüs, qui nous ont été prêtées par une entreprise qui s'appelle Anima Peluche, qui ont eu des peluches absolument gigantesques. T'as pas peur de renvoyer trop de bleu? Non, j'ai envie vraiment de jouer les fenêtres quand même, de garder ce côté mélangé comme on le faisait là-bas déjà. Je n'ai pas pensé cette scène et je suis en train d'improviser depuis tout à l'heure. Quel talent. On joue donc des lumières dans le champ, ce qui s'appelle des praticables. Non, mais on arrive, on est en retard, des lampes, Sébastien, mais tout va bien. des guirlandes. Jeff, est-ce qu'on pourrait baisser un petit peu ça ici? C'est juste un peu trop haut, un peu trop... Je t'enlève les palettes? Ouais, voilà. Avec beaucoup de machines sombres et un sol très très sombre. Il faut remonter le niveau parce que sinon c'est vraiment obstrué niveau lumière.
Donc la deuxième session de tournage du jour de la comète était beaucoup plus difficile dans la logistique. Seb, Steve et les comédiens, allô? On avait plus de liberté sur ce qui avait été tourné, c'est-à-dire oui, bon, on a pu enlever cette scène, on n'a pas tourné cette scène au final. Alors que là maintenant, dans ce qui arrive, il faut qu'on le tourne. On fait le travelling normal, ça c'est votre cadre de fin, ça veut dire que vous arrêtez là sans bouger. Eux vont sortir du champ. Vous aggravez votre cas, je vous vois, je tire. Il est malade, c'est un gosse, bordel. Les 3 derniers jours de tournage alsacien sont consacrés à mon segment, et je succède donc à Hervé pour réaliser quelques séquences à la Vanzeno. L'équipe reste la même et doit s'adapter à un nouveau style de réalisation. Dès que tu veux faire une fille chez Forge, tu dois pas la faire. C'est l'image que Cédric a des filles. Moi, il a l'air content, il a pris son pied derrière la caméra. Il nous a fait glousser pendant un quart d'heure. Les séquences à tourner sont relativement simples et reposent uniquement sur de la comédie et un peu de figuration. Malheureusement, dès le premier jour, la chance n'est pas vraiment au rendez-vous. On commence tard, paf, le robot pète. Pour la énième fois, ce putain de robot ne marche pas. On prend du retard et là, on a à peine fait le premier plan qu'on regarde en l'air et on voit un ciel noir. S'il pleut, c'est la merde. Non, ça se passe bien. C'était un casse-tête épouvantable sur le plateau, entre la pluie, le soleil, les nuages, et tout ça sur cette caméra au rendu un peu médiocre. Ça n'a vraiment pas été facile à gérer. Moi, Anna, Roselyne. Depuis le départ, on voulait qu'il y ait une ouverture, une fermeture et des plans communs aux 3 segments. Ça permettait d'avoir une unité d'action, de lieu, de temps. On avait plein de choses en tête sans jamais vraiment avoir réussi à les déterminer précisément. On devait refermer le film en l'ouvrant. Et le lendemain, en fait, on voit tous les vœux des autres personnes qui dégénèrent. On voulait absolument qu'il y ait la présence de l'armée. Voilà, mais pas l'armée simplement des petits soldats avec des fusils, on voulait des gros véhicules. Dans la rue, on tournait, il y a un des plus grands collectionneurs d'Europe. Un collectionneur très enthousiaste qui accepte de nous prêter les costumes, les armes et même les véhicules de notre choix parmi 80 mastodontes de la Seconde Guerre mondiale. La mairie de la Vanzeno ayant consenti à fermer la ville pour cette séquence, nous nous retrouvons alors sur le plateau avec des véhicules des années 80, mais également un tank, un transport de troupes ou encore une Jeep du débarquement. C'était super! Bravo la cascade! Je crois que la période qui a été la plus intense et la plus dure de tout le jour de la comète, c'est la préparation de la promesse du Seigneur. Je savais qu'en rentrant de la promesse du Seigneur, c'était quitte ou double. Je savais si on terminait ou on terminait pas le tournage. On tournait sur 2 semaines, mais chaque week-end, on devait complètement cleaner le château parce qu'il y avait un mariage. Donc tous les décors étaient démontés après chaque session de tournage, donc on a tourné les 2 milieux de semaine de ces 2 semaines-là. Il faut vider non seulement le décor, il fallait enlever notre putain de massif de fleurs à l'extérieur pour le refaire à l'identique, démonter notre portail, démonter la cabane, démonter l'autre portillon, ramener tout le matériel de maquillage, de costume, dans une toute petite grange qui était au bout du château. Et jusqu'à 7h, 8h, on n'arrêtait pas de faire des va-et-vient avec le fond du parc pour ranger tout le matériel au fond. Une nouvelle mission commando pour la régie, mais qui est elle-même problématique, car en réalité, nous n'avons plus d'équipe régie. Faut qu'on essaye de faire un maximum régie dans la première pièce dans l'office. Et comme nous n'avons plus de chef déco non plus, nous devons recruter dans notre noyau dur de forge habituel pour occuper ces postes éclatés.
Parmi les régisseurs, on compte même des acteurs venus prêter main forte. Ce soir, je suis le 3e assistant jusqu'à dans 10 minutes. Ensuite, je repasse à la régie. Mais ça montre également, une fois de plus, le côté famille. C'est-à-dire que voilà, t'es dans la panade, il te manque du monde, il y a des gens qui n'ont pas pu se débloquer pour ce tournage-là. Bah, on est là, on retrousse nos manches et on s'en fout du statut d'IAC qu'on a dans l'équipe. On est là pour donner un coup de main. Ce qui était la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a quand même eu un contrôle fiscal plus un contrôle de l'URSSAF pendant les 2 sessions de tournage. C'est quoi cette horreur? C'est mon assistant. Non, je te parle de ça. C'est l'ancien proprio. Outre l'apparition du fantôme dans les flashbacks du roman, notre façon de montrer le personnage du vrai propriétaire du château, c'était à travers une peinture. C'est un truc du genre. On a trouvé un ami d'Hervé, Emmanuel Linderer, qui a fait un portrait parfait, superbe. Un portrait tiré avec un double numérique pour que nous puissions le dégrader sans risque. Car c'est là la véritable difficulté de La Promesse du Seigneur. Une décoration d'époque exigeante, dans le détail, qui ne se déroule pas dans le même milieu social que les univers ados des 2 premières histoires. Ça a commencé par tout un aspect recherche, de se rappeler, de redécouvrir ce qui se faisait à l'époque, de ce qui pouvait être le plus pertinent, ridicule, pour caractériser un peu ce producteur et son monde de paillettes. Véronique s'occupe de la direction artistique. Mais pour autant, nous n'avons toujours pas de chef décorateur. Nous allons donc partitionner cette fonction en de multiples facettes. Julien Berthelon, sound designer du film, devient par exemple le responsable des accessoires. On avait par exemple tout le salon de Karl à reconstituer, et ce décor à lui seul représentait un déménagement entier. On avait des camions qui arrivaient avec du mobilier à décharger, on avait plein d'objets à gérer, et il fallait tout déplacer à chaque fois que la caméra changeait d'axe. On avait Geoffrey Simon qui est venu pour construire la cabane, pour construire le portail. Ce qui était pratique, c'est qu'il a tout construit en kit pour qu'on puisse ensuite tout transporter et tout monter sur place comme il faut. Voilà, on fait la cabane pour demain. On prend de l'avance, donc on l'a construit la nuit. Pendant que l'équipe Régideco s'affole sur un portail, un portillon, une cabane et le retour du faux massif de rose, Sébastien doit à la fois s'occuper de la réalisation et de l'image de son segment. On en profite pour faire une valeur serrée sur le vase qui remonte sur son visage, avec la canopée. Dans notre belle anarchie de tournage, on a aussi eu des roulements importants au niveau des équipes de cadreurs et d'assistants opérateurs. Et ça, c'était assez symptomatique, je pense, de comment se passait ce tournage. Et c'est au château de la Promesse du Seigneur que se déroulera la plus grosse séquence du film. Ça va être toujours un petit peu des temps d'attente, le temps que la lumière se mette en place, la caméra. Une authentique soirée années 80 avec la déco bling bling qui va avec, mais aussi un cocktail dressé à l'intérieur et à l'extérieur, sans oublier une 50aine de figurants sur 2 jours. L'air de rien, ça a l'air sympa, mais c'est une mise en place qui est colossale. Là, je crois qu'on avait au moins 5 renforts en coiffure et en maquillage. Et au milieu de tout ça, on a vu la brillante idée de vouloir tous des postes clés se costumer, ce qui donnait pas forcément des situations faciles. Hein. Qu'est-ce que c'est? Attention. Oh, passe-le-moi vite autour du cou. Sur le tournage, on est dans les plus vieux effets du monde en fait. On met une première passe où Caroline va faire semblant de se prendre le lustre sur la tronche. On fait tomber le lustre sur un mannequin vert qui avait un système de ressort, parce que si on le faisait tomber dans le vide, il tomberait droit sans avoir le sentiment de heurter quelque chose. Action. Et on filme le décor à vide. Et après, il suffit de composer toutes les passes, de rajouter un petit peu de banque d'images. Vas-y. Voilà, là c'est mieux. On a fait appel à David Scherer qui nous a conçu des maquillages pour les effets un petit peu gore marrants du film. Ça a été un petit mélange d'effets spéciaux avec des petites prothèses et du sang pour la plaie en elle-même, et puis quelqu'un avec un câble caché sous les vêtements qui pouvait débrancher l'ampoule puis au moment où elle retire le truc.
Moi j'ai pas envie que ce soit des effets traumatisants, gore et tout ce qu'on veut, il faut que ça reste marrant. C'était une fausse tête posée sur les épaules avec une fausse plaie après sur le cou pour raccorder quand on est dans un autre axe. Est-ce que tu veux qu'elle lui relève un peu la tête quand même? Oui, c'est ça, elles vont se regarder dans les yeux, exactement. Et là, il y a un truc comme ça. Là, elle lui chope les mains. Oui, exactement, c'est ça. Ok. Pourquoi me retouches-tu? Dégueulasse. On ressemble plus à rien. Ça marche. Le 25 septembre 2009, nous terminons le tournage par la dernière séquence du récit qui ravive le cœur romantique du film. Nous quittons des comédiens investis, délurés et attachants. 2 semaines de tournage très intenses se referment et la dernière ligne droite se profile. Quand on est sorti du tournage en 2009 de La Promise des Seigneurs, c'est là où je me suis dit que il n'y avait plus de retour en arrière possible. On avait 85% du film. Si on avait choisi le décor du château de Champlâtreux pour des raisons extrêmement pratiques, il fallait entièrement l'aménager. Ça part des rails, il faut que ça fasse de la matière ici. Ouais. Si je suis pas là, vous pourrez le faire. Et le sous-sol a cette particularité d'être un vrai décor de cinéma. Et le plafond est équipé de crochets, c'est-à-dire qu'on peut se créer vraiment un rig pour l'éclairage. Ce château, on devait le prendre quelques jours. On est resté 1 mois dedans, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui ont aidé pour ce film, mais là, Champlâtreux, ça dépassait les limites de l'aide, là. C'était quasiment du mécénat. J'avais déjà bossé avec Geoffrey Simon sur Le Jour du Festin. Pas de problème. C'est quelqu'un de très physique, de très tonique. On sait qu'il va faire des très bonnes choses, Geoffrey, mais on ne sait pas comment. C'est toujours un petit peu un mystère. Sous la houlette de Geoffrey, nous passons 10 jours dans la poussière, les fumées toxiques et la mousse polyuréthane à construire 3 plateaux de tournage. Les 2 premiers s'apparentent à un réseau de galeries creusées par les aliens mangeuses de puceaux. Très graphiques et au bord de la série Z, ils font directement référence aux bandes dessinées de science-fiction rétro que lit Daryl lorsqu'il formule son vœu. Valérian, c'était la plus grosse référence et j'avais donné pour consigne à Geoffrey d'aller vers des teintes, des rouges, des oranges, des surfaces pleines, très marquées. La chambre de Cédric et la mienne réunies, c'est ça qui est assez marrant parce que c'est un peu notre fantasme à nous. Cette chambre de geek, c'est un peu la nôtre. Cédric m'a confié la gestion du décor de la chambre de Daryl et il avait une idée assez précise de ce qu'il voulait. Il avait fait des croquis en pré-production vraiment très fidèles et il suffisait de suivre ses indications pour savoir ce qu'il voulait. Julien, je lui ai donné comme inspiration Explorers, le film de Joe Dante. Il y a un petit génie façon Daryl en plus jeune qui a un sous-sol assez incroyable. Et Julien est parti pour cette base et après on a brodé en fonction de l'espace qui était bien sûr beaucoup plus réduit, quoi. 80% c'est des accessoires à moi, le synthé et tout ça, et puis c'est nos écrans à nous. On a trouvé des vieux trucs des années 80, des vieux ordinateurs aussi, des TO7, des Commodore, des Atari. Tout ça, ça traînait dans nos greniers, c'est les ordinateurs avec lesquels on a joué quand on était petit. Julien met également au point l'éclairage de la pièce avec Sébastien en utilisant un maximum d'éléments lumineux jouants. C'est un mélange donc entre ces couleurs un peu vert fluo, un peu kitsch, la lumière toujours de la nuit qui rentre par une fenêtre et la base d'éclairage un peu chaude. Donc voilà, il y a tout ce contraste qui se crée et qui crée une patine, plus la texture des décors, plus les costumes des comédiens. Tu as fait de mauvaises rencontres aujourd'hui? Encore Snake et sa bande. Ce sont pourtant tes élèves. Ils ne peuvent pas. Aussi, ils peuvent, crois-moi. Je trouve qu'Aurélien a réussi à générer quand même énormément d'empathie avec ces petits moments tristes qu'il a et ce moment de solitude avec le robot. Une complicité renforcée par le fait que pour la première fois du tournage, le robot marche enfin. Action! Enfin disons que nous avons appris à nous débrouiller avec ses capacités limitées.
On a eu des tas de soucis avec ce robot parce qu'il ne fonctionnait pas. Il a fallu le redémonter, le remonter, je ne sais pas combien de fois. Et là, pour la première fois, il marche enfin. Ouais, elle t'a reniflé les cheveux? Ah oui. Mais Snake, t'es puceau? Mais non! Snake, t'es puceau! N'importe quoi! J'aime beaucoup cette collection de personnages qui sont une armée de bras cassés, chacun à leur manière, avec leurs défauts, leurs avantages, et qui doivent s'unir pour contrer une espèce de menace complètement grotesque et invraisemblable. Action! Si le trio Aurélien, Alice et Frédéric mène le bal, les mangeuses de puceaux ne sont pas en reste et affrontent des températures hivernales en petite tenue. Nina seule se montre même particulièrement courageuse lors de certaines séquences délicates. Donc il y a les lèvres qui sont posées dessus. Tu peux il faut pas avoir les dents. Non, c'est ça. C'est un peu gênant. Quand elle se retrouve à quatre pattes en train de lécher du lait, je me souviens d'avoir dit à Christophe rapidement, trouve-nous un moyen, creuse le sol et mets-moi du lait là-dedans, et que je voyais au début des prises la terre qui descendait dans le lait. Oh, c'est dégueu. D'accord. Allez, on se concentre. One shot. Oh, Attends, on voit encore un petit peu de plastique dans le fond. c'est dégueulasse. Enfin, voilà, c'est une actrice tout terrain qui est aussi bonne sur le terrain de la comédie que des scènes d'action. Et si elle se fait mal, elle continue, quoi. Il faut dire aussi que le scénario de cette histoire prête à toutes les dérives et les interprétations mal placées. En fait, on a mis la bâche pour protéger la grotte. Et la façon dont la bâche a été mise, ça a donné une forme de chat. Elle mange un petit peu, elle se puise dans l'énergie des frustratrices des puceaux. Il faut que ça crache du mouillus. C'est très important parce que c'est une énergie très puissante dans la galaxie. Parce qu'on peut pas rentrer à deux dans la chatte. Et peu de gens en ont conscience. Comment tu fais, Christophe, pour la faire palpiter? Bah, avec mes doigts. Elles viennent de planète en planète et elles puisent sous ça toute cette selle en fait. Et on y va maman. Pouvoir envoyer le retour, la roulante son dehors et tout et tout. Le dernier plan du film restera probablement le plus impressionnant des 8 semaines de tournage, puisqu'il s'agit d'une torche humaine réglée par Yves Girard. On avait dû ignifuger un petit peu tout le décor qui était extrêmement inflammable. On met les caméras en place. Il nous fallait une doublure féminine. Yves avait proposé de le faire au départ, mais vu sa carrure, c'était très dur de le rentrer dans une robe de soirée. Et Sybille, c'est une cascadeuse qui est extrêmement fine. Elle peut matcher avec Elodie. Bon, elle était recouverte avec des gants, vraiment du stun gel et tout ce qui fait que ça allait être inifugé. On est le 26 novembre 2009, fin de tournage du jour de la comète. À cet instant précis, nous sommes tous un peu tristes, mais avant tout fiers et soulagés. Après 2 ans de bataille, je pense avoir fait le plus dur. Mais à cet instant précis, j'aurais surtout dû m'inquiéter du nombre de fois où nous nous sommes dit « Allez, on verra ça en post-prod ». Et oui, nous sommes en 2013. J'ai avec moi j'ai pris 20 kilos. Oh, Hervé Freiberger. Voilà, t'as pris t'as quel âge toi en 2013? Je vais avoir 35 ans dans 6 mois. Et souvenez-vous, on avait quel âge quand on a commencé ce film? Et donc aujourd'hui, on est dans les derniers jours de mixage.